Salut la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé qui vient vous parler dans un cadre d'un autre discuter entre les dés. Et oui, encore une fois, je viens vous susurrer à l'oreille des mots et des termes et je vais encore une fois mélanger des expressions et inventer des mots tout en essayant d'élaborer sur différents sujets en lien avec le jeu de rôle. Eh bien, cette semaine, je voulais revenir en fait sur une vidéo qu'on avait fait, le dernier podcast qu'on a fait à 4. Je ne sais pas si vous aviez vu, dans le fond, on a abordé le dernier livre de Donjon Dragon qui est sorti, le livre sur Tasha. Et je voulais, dans le fond, prendre le temps de revenir sur ce petit volume qui en contient beaucoup parce que, effectivement, il y a énormément de stock à l'intérieur de celui-ci, autant d'un point de vue pour les DM que pour les joueurs, que pour des règles et pour de l'inspiration. Il y a vraiment de tout. Et je voulais comme me donner un petit challenge et commencer en fait à élaborer sur chacune des sous-classes qui étaient disponibles à l'intérieur du livre et faire vraiment un tour d'horizon de chacune d'entre elles parce que je sais que c'est pas tout le monde encore qui l'a acheté, je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions pour savoir s'il vaut la peine. Je sais que peut-être, je sais pas au moment où est-ce que cette vidéo-là va être mise en ligne, je sais pas s'il va finalement être arrivé en Europe. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui attendent impatiemment, dans le fond, le livre. Et je voulais comme prendre le temps de venir vous jaser ça un peu pour vous donner mon petit dissous. C'est un petit 2 cents, c'est ça, c'est mon 2 cents, hein? C'est ça l'expression, mais j'ai décidé de dire un petit dissous. Je vais vous donner un petit dissous de mon impression personnelle sur ce que représente chacune des sous-classes et donner ma petite opinion bien biaisée sur mes préférences en termes de chacune d'entre elles. On va y aller vraiment à la suite. Et vous allez voir, ça va quand même y aller rondement. Je pense que la vidéo va peut-être être un peu plus longue que les autres discutant entre les dés parce que veux pas, il y en a quand même vraiment beaucoup. Mais je vais essayer de rendre ça le tout le plus fluide et le plus smooth possible. Donc, hey, on va commencer ça. J'espère que vous êtes prêts. Donc, première classe à être abordée dans l'ouvrage, il s'agit de l'Artificer qui fait officiellement son grand retour dans un livre générique. Alors qu'il avait déjà été présenté dans l'ouvrage portant sur Eberron, maintenant il est, disons, plus accessible pour tout le monde dans un contexte où est-ce qu'il va être plus facilement, on va dire, transposable dans un autre univers que celui d'Eberron, la grande ville de Sharn et tout, et tout, et tout. L'Artificer, qu'est-ce que ça en est? Où est-ce qu'il trouve sa place au sein d'un groupe de joueurs? Je dois vous avouer que je trouve pas que c'est une classe qui est facile d'accès. Je trouve pas qu'elle fait facilement sa place. Je trouve que c'est une classe malléable, dans le fond, qui permet vraiment quand même beaucoup de configuration, beaucoup d'originalité, sauf qu'elle va jamais vraiment exceller dans un type de jeu précis. Elle va pas être la plus forte, elle va pas être la meilleure pour guérir, elle va pas être la plus rapide ou la plus sneaky, mais elle permet dans le fond quand même quelques petites originalités que les autres classes n'ont pas. Sauf que je dois vous avouer que j'ai comme un peu désenchanté. J'avais comme vraiment hâte à l'Artificer. Je joue moi-même un Artificer dans une partie d'Eberron. Et j'aime ça, j'aime bien les possibilités, j'aime bien le concept, sauf qu'on va dire, je sais pas, j'ai comme un peu, on dirait que sur le coup j'ai comme trippé parce qu'il y avait comme l'espèce d'originalité de la science et de la technologie, sauf que ça m'a, ultimement j'en ai venu à la conclusion que c'était bien correct, sauf que c'était pas non plus, ça réinventait pas le monde, surtout que, à la base, je pense qu'il y a beaucoup de DM qui, selon l'univers, vont pas vraiment accepter la classe parce que elle est quand même vraiment très connecté au concept même de la technologie, même s'il s'agit de magie décrit ou du moins expliqué via l'utilisation des technologies. Veut pas, ça demande une certaine avancée, on va dire, dans un setting historique, là, dans le sens que ça peut pas être de l'antiquité vraiment, sauf si vraiment on joue avec les mots puis on essaye de vraiment changer chaque terminologie des capacités de l'Artificer pour en faire une classe qui est capable de fitter dans absolument tous les moules, mais tout de même, je trouve que ça demande un certain travail. Donc, ce qu'on a dans l'ouvrage concernant l'Artificer, on a absolument les 3 sous-classes de base qui étaient également présentes dans Eberron, plus une nouvelle sous-classe qui est présentée dans l'ouvrage de Tasha. On a pour commencer l'alchimiste, l'alchimiste, qui est vraiment une espèce de classe qui va jouer avec les potions, qui va jouer avec le fait de pouvoir
créer des élixirs, même des trucs un peu aléatoires au travers de ça. Je trouve que c'est une classe qui peut être plaisante, mais sera pas optimale dans un party, peu importe le rôle qu'elle va jouer. Je pense pas qu'elle va vraiment être capable de tirer son épingle du jeu. Je pense que ça va être une classe qui peut être plus intéressante dès le départ, mais un tant soit peu qu'on va arriver dans les tiers 3 et les tiers 4, elle va tirer de la patte comparativement à d'autres sous-classes. Il y a ensuite l'Armorer, qui est vraiment la nouvelle sous-classe qui est présentée dans l'ouvrage et qui vient de Tasha elle-même. C'est la classe qui vous permet littéralement de jouer Iron Man. C'est une classe qui va dans le fond tourner son concept autour d'une armure magique que l'Artificer va posséder et qui va lui permettre, d'entre autres, de lancer des spells avec ses mains comme Magic Missile ou Bonded Armor qui permet de pouvoir avoir dans le fond l'armure qui va venir se coller à vous à la manière vraiment d'Iron Man. C'est littéralement jouer Tony Stark dans le concept d'une game de Donjon Dragon. Ça a un espèce d'effet tank un peu, c'est vraiment mais sans pour autant vous allez pas être super tank, vous allez juste être un peu tank. Je trouve pas que nécessairement, encore une fois, ça va pas sortir du lot, créer quelque chose d'absolument unique. Je trouve que thématiquement c'est particulier. Je peux comprendre que les gens peuvent aimer ça, sauf que c'est pas du tout mon préféré concernant les sous-classes de l'artificier. Je vais commencer à dire artificier ou dire artificer, je suis comme tanné de l'utiliser à l'anglaise. Là. Finalement, troisième sous-classe qui est présentée dans l'ouvrage, il s'agit de l'artillériste, qui est vraiment une sous-classe qui est très glass cannon. C'est souvent les commentaires que je vois sur internet, puis je suis d'accord aussi, là, c'est une sous-classe qui va faire énormément de dégâts. C'est vraiment, imaginez un espèce de petit gnome artificier, mais avec un gigantesque canon dans les mains. Là. C'est vraiment quelqu'un qui va tourner ses capacités autour d'une arme à feu, ou du moins une arme à poudre, et qui va faire énormément de dégâts dans le fond au travers des lignes ennemies, mais qui, je crois que va pas nécessairement être très défensive ou du moins va pas vraiment tourner. Ça sera pas nécessairement très teamwork, j'avouerais, à ce niveau-là, sauf que c'est vraiment vous aimez les explosions, vous aimez genre quand ça pète de partout, vous êtes un fan des films de Transformers, ben genre je pense que ça peut être dans votre palette de couleurs, si on veut. Et finalement, la dernière sous-classe d'artificier, qui est, je crois, ma préférée, parce que je trouve qu'elle a vraiment un petit côté quand même plaisant de support, de healer, tout en étant aussi un peu fighter. Encore une fois, je trouve pas que c'est nécessairement quelque chose qui va se plugger bien partout. Je trouve pas qu'elle prend sa place nécessairement parfaitement dans un groupe, mais je trouve que c'est la plus plaisante. Et il s'agit du Battlesmith, qui est en fait un espèce un genre de healer tankish qui va comme utiliser, si on veut, la présence d'un gigantesque robot comme support dans un groupe et qui va comme prendre les coups à sa place pendant que dans le fond la personne va faire autre chose, pendant que l'artificier va pouvoir faire autre chose, utiliser d'autres capacités, pouvoir se battre et tout. Je trouve que c'est la sous-classe qui se rapproche le plus d'un combattant efficace au corps à corps, parce que ultimement vous finissez par avoir par exemple une seconde attaque à la même manière qu'un guerrier, là, par exemple. C'est cool dans le contexte où est-ce que vous pouvez soigner la créature, l'espèce de robot que vous avez avec vous, avec Mending et tout ça. C'est pas une créature qui a besoin de prendre des slots dans les soins des autres personnages. Là. Elle fonctionne vraiment à part entière, de manière autonome, puis elle n'est pas trop dans le groupe. Fait que je trouve que c'est quand même un bel ajout concernant les sous-classes d'Artificer, le Battlesmith, qui était disponible déjà dans le livre d'Eberron, mais je trouve que ça demeure encore une fois la meilleure sous-classe qui est présentée concernant cette classe-ci. Finalement, l'Artificer, je trouve pas que nécessairement que c'est ça, je trouve que c'est une classe qui a de la difficulté à trouver un peu sa place dans un party. Il y a des trucs cool, Battlesmith, je trouve ça intéressant, l'artillériste aussi, mais je sais pas si je vais continuer sur le long terme à avoir de l'intérêt pour cette classe-là, alors que je pense qu'il y a d'autres sous-classes qui sont présentées dans l'ouvrage de Tasha qui créent des nouvelles dynamiques vraiment intéressantes en lien avec des classes déjà existantes. Donc, c'est ce qui conclut, dans le fond, l'artificier.
Donc, deuxième classe qui est abordée dans l'ouvrage, il s'agit du barbare, the barbarian, qui est l'espèce de grand bourru qui permet de taper dans tout ce qui bouge et demeure une des forces de frappe les plus puissantes du jeu. Dans le livre de Tasha, on propose deux nouvelles sous-classes. Il y a The Path of the Beast pour commencer, qui est une sous-classe qui va vraiment y aller très offensif, mais aussi très personnalisable. Je trouve que c'est vraiment très cool parce que ça demeure dans l'esprit de la classe, dans le sens que c'est une sous-classe, c'est une spécificité qui permet vraiment d'être très offensif et qui permet de créer des belles possibilités côté martial, mais qui apporte vraiment une belle personnalisation dans le sens que les prises de choix que vous devez faire en tant que barbare du Path of the Beast vous permet vraiment d'avoir des possibilités diverses à mesure que vous montez de niveau et au final, c'est que vous êtes comme touché par, si on veut, pas nécessairement une malédiction, mais du moins, il y a quelque chose qui fait en sorte que vous avez un côté très animaliste là, en vous. Là. Il y a un côté qui est très bestial, justement, comme le dit le nom du path, et qui permet d'aller tirer, si on veut, certaines capacités en provenance du monde animal et en provenance de la bête. Et sans nécessairement dire que vous êtes un loup-garou, il est possible d'avoir, par exemple, lorsque vous rentrez en rage, des griffes ou des crocs qui vous poussent et qui vous permettent en fait de faire des nouvelles prouesses de combat assez incroyables et qui, dans le fond, justement, vont apporter différents avantages selon, dans le fond, le pouvoir que vous allez vouloir démontrer au moment où est-ce que vous l'activez, ce qui arrive souvent, en fait, lorsque vous rentrez en rage. Et à mesure que vous montez de niveau, à mesure que vous développez des nouvelles capacités en lien avec la bête, à un moment donné, vous pouvez développer un swimming speed, à un moment donné, vous pouvez comme curser un peu les gens lorsque vous les mordez ou vous les griffez, un peu à la manière de loup-garou, sauf que vous les affectez pas de la lycanthropie, vous faites seulement comme les blesser encore plus avec des dégâts psychiques. Donc je trouve que c'est vraiment une très cool classe. Je dirais pas que c'est dans mes best, c'est pas dans mes meilleurs, parce que au final, ça demeure très classique barbare. Mais pour de vrai, chapeau, je trouve que c'est très utile. Puis il y a beaucoup qui vont bien apprécier les possibilités qu'elle va offrir. Deuxième sous-classe de barbare, qui est, je crois, un de mes moins préférés. En même temps, on dirait que je sais pas comment me faire ma tête là-dessus. C'est vraiment c'est un gros morceau, mais en même temps ça s'appelle The Path of the Wild Magic. En théorie, c'est que c'est du pur chaos là. C'est donner un petit aspect magique, si on veut, au barbare, comme si à chaque fois que vous rentreriez en rage, vous deviez lancer sur une Wild Magic Table à la manière d'un sorcerer là. Lorsque vous rentrez en rage et que ça actionne, si on veut, vraiment le plus de magie qui va se créer aléatoirement, ben il y a différents pouvoirs qui peuvent apparaître, comme vous avez une super arme dans votre main, vous devenez vous doublez, vous devenez plus fort, vous créez des effets de lumière et autre chose comme ça. Le problème avec ça, c'est qu'au final, ben c'est pas mal ça. Ça reste pas mal ça. Je trouve que ça apporte un petit côté justement chaotique neutre, on va dire. Je peux comprendre que des gens vont apprécier ça parce que ça apporte quelque chose de vraiment nouveau aux barbares. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument jamais vu. Autant je trouvais que The Path of the Beast était cool, mais demeurait, on va dire, dans la ligne directrice du barbare, autant que The Path of the Wild Magic sort vraiment du carcan qu'on est habitué, mais je sais pas à quel point je trouve ça plaisant sur le long terme, ce qu'elle apporte avec elle. Donc au final, concernant Barbare, autant il y a une sous-classe que je trouve très optimale, mais très classique, et l'autre très originale, mais peu utilitaire. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous intéresse dans tout ça, puis comment est-ce que vous allez, quel chemin vous allez emprunter si jamais vous décidez de jouer un Barbare. Prochaine classe présentée dans l'ouvrage après le barbare, il s'agit tout simplement du barde, classique personnage iconique du monde de Donjons Dragons qui, avec la 5e édition, et selon moi, vit un espèce de moment de gloire en devenant quelque chose de beaucoup plus qu'un simple personnage social qui, dans le fond, met ses talents à l'œuvre pour charmer tout ce qui bouge. Non, maintenant, le barde est un support vraiment très utile qui utilise en fait ses nombreux talents pour pouvoir aider ses alliés sur le champ de bataille, que ce soit autant d'un point de vue offensif que d'un point de vue défensif. Et dans le livre de Tasha, il y a deux nouvelles sous-classes qui nous sont présentées. Il y a, dans le fond, le
le Collège de la Création, qui est, à mon humble avis, un peu l'équivalent du Wild Magic barbare, dans le sens que c'est vraiment quelque chose de nouveau qui n'a jamais été vu. C'est un barde qui, dans le fond, utilise ses pouvoirs pour créer la vie, en quelque sorte. C'est comme si la musique créait la vie, et en utilisant, dans le fond, ses capacités à mesure qu'il monte de niveau, il peut mettre en branle différents objets qui vont comme prendre forme, prendre vie et se mouvoir et devenir ainsi des forces de frappe ou des forces de défense utiles dans une situation. Mais il peut également, dans le fond, créer des notes de musique flottantes, en quelque sorte, qui vont comme se promener autour des individus pour leur donner différents bonus en plus du classique Bardic Inspiration. C'est vraiment... c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu à Donjons Dragons. C'est une espèce de... je pourrais quasiment dire un bard summon, et je trouve que ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil à cette sous-classe-là, parce que justement elle apporte quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas encore vu au bard, tout simplement. Et la deuxième sous-classe, c'est la sous-classe, dans le fond, le Collège de l'Éloquence, qui est selon moi très classique, dans le sens que c'est vraiment... on se fait une image d'un bard dans notre tête, et selon moi, il y a vraiment le Collège de l'Éloquence qui apparaît en premier, en ligne de front, parce que c'est vraiment la capacité au bard de pouvoir être éloquent, de pouvoir être manipulateur, de pouvoir influencer les autres, de pouvoir être charmeur à la limite, et c'est vraiment excessivement très fort. Autant la classe, je trouve que thématiquement c'est très basique, c'est très normal, c'est très commun, autant dans ses capacités c'est vraiment fort, à un point où est-ce que ça devient, je dirais pas fâchant pour le DM, mais ses capacités deviennent extrêmement puissantes, bien au-delà de n'importe quelle classe sociale ou de sous-classe sociale qui peut être présentée dans les ouvrages. Le barde de l'éloquence est, selon moi, la sous-classe du barde la plus forte. Simplement pour dire qu'au final, le livre de Tasha nous présente, dans le fond, une sous-classe de barde très commune mais très forte, ainsi qu'une sous-classe de barde très originale, mais qui apporte aussi, on va dire, sa belle saveur et qui permet de nombreuses possibilités, autant au niveau RP que niveau capacité. Toujours en suivant l'ordre logique du livre, nous en sommes maintenant rendus au prêtre. Prêtre qui, selon moi, avant de commencer, dans le fond, vous expliquer les trois sous-classes qui sont associées, dans le fond, à l'ouvrage, prêtre qui, selon moi, est maintenant la classe la mieux balancée et la plus optimale de Donjons Dragons 5e édition, dans le sens que c'est pas, je dis pas nécessairement que c'est la classe la plus forte, je dis pas nécessairement que c'est la classe qui va être la plus le fun à jouer, sauf que je considère, selon moi, que c'est la classe qui a le moins de points faibles en termes de sous-classes et de possibilités de jeu. Pour en ayant discuté avec des amis, par exemple, un groupe de 6 joueurs pourrait décider de se partir 6 prêtres et de combler absolument tous les postes nécessaires dans un groupe en allant du tank au support, en étant au lanceur de sort, au healer, en étant vraiment tout ce que vous voulez. Il y a vraiment comme des choses à faire avec cette classe-là. Et le livre de Tasha, en fait, ne se déroge pas de ça. Elle apporte avec elle... on dirait que je parlais comme si c'était Tasha qui apporte avec elle. Le livre de Tasha apporte avec lui, dans le fond, 3 sous-classes qui sont associées aux prêtres. Il y a The Order Domain, qui est en fait un espèce de... Vous voulez jouer comme un prêtre qui a une tangente un peu en lien avec le paladin, quelque chose qui est plus en lien avec les lois, qu'est-ce qui va gouverner les sociétés, qu'est-ce qui va apporter une philosophie, dans le fond, de rigidité et de justice. The Order Domain serait probablement pour vous. C'est vraiment un domaine de l'ordre, on va dire ça comme ça en français. C'est vraiment quelque chose qui va y aller avec la hiérarchie, avec l'obéissance et tout ça, puis ça vous permet de, comme, disons, avoir plus de spells pour comme contrôler des gens, donner des ordres, plus des trucs en lien avec l'effet de foule, l'effet de groupe en quelque sorte. Je trouve que c'est très cool. Justement, ça apporte un petit flavor de paladin tout en étant un peu plus lanceur de sorts que le paladin. J'aime bien. Il y a ensuite le Peace Domain, dans le fond, le domaine de la paix. Là, j'avais peur. Pour de vrai, j'avais vraiment peur quand j'ai vu ça en partant. Je me disais, tabarnouche, ça va être vraiment comme le genre
de sous-classes il y en avait comme ça à 3.5, il y avait genre l'espèce de la peau de la paix là, qui était comme une classe de prestige, qui faisait en sorte que on devenait comme vraiment très passif dans un groupe, et je trouve que ça prend difficilement sa place dans un groupe. J'avais comme peur que le domaine de la paix, cette nouvelle sous-classe-là, apportait avec elle un espèce de contre-courant dans un groupe où est-ce que veut pas Donjon Dragon 5, ben on se promène puis on tape sur des choses, mais qu'il va y avoir le gars dans le groupe ou la fille dans le groupe qui va faire son espèce de petit sort qui fait en sorte que tout le monde arrête de se battre puis que c'est Kumbaya puis qu'on se tient les mains. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est juste que je trouve que des fois ça peut vraiment aller à contre-courant d'un groupe au complet, puis ça peut créer plus de frustration que d'autres choses. Eh bien non, le domaine de la paix ne va pas nécessairement dans ce côté-là. C'est un domaine c'est un domaine de prêtre qui est très 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 tourné vers, dans le fond, le support, vers des skills sociales, oui, un peu à la manière d'un barde, mais qui va vraiment y aller beaucoup sur, dans le fond, redonner des points de vie, encore vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, créer des liens entre les personnages, créer des espèces de protective bonds, comme ils disent, qui permet en fait de pouvoir comme téléporter des gens pour qu'ils puissent manquer, pour pas qu'ils se fassent toucher dans un combat. Et ça va donner dans le fond des proficiency dans certains skills, justement, plus en lien avec la persuasion, des choses comme ça. Pour de vrai, c'est quand même cool. Je m'attendais à ce que ça soit vraiment comme pas très le fun, mais je trouve que ça peut apporter son petit plus. Et finalement, le dernier, il s'agit du Twilight Domain, le domaine du crépuscule, qui est un intéressant, je dirais une intéressante sous-classe de prêtre, dans le sens que c'est vraiment quelque chose qui va... c'est une espèce de garde, c'est une espèce de figure protectrice contre les créatures qui vivent dans la nuit. Et c'est comme un espèce de flambeau, un espèce de phare qui va comme essayer de créer une sorte de protection dans le contexte où est-ce que le mal va venir de la profondeur de l'obscurité, puis que dans le fond le prêtre du Twilight Domain il est là pour supporter ses alliés dans ce contexte-là, et il va être vigilant face justement aux créatures qui vont venir attaquer les gens de son équipe. Il va avoir des bonus en lien avec l'initiative, il va être capable de créer comme une espèce de sanctuary autour de lui pour donner dans le fond des bonus à ses alliés. C'est vraiment il va pouvoir comme voler dans les airs lorsqu'il est dans le fond dans l'obscurité ou dans une presque obscurité. C'est quand même cool pour de vrai. Je trouve que ça apporte son petit flavor aussi côté domaine. Il n'y a rien qui m'a flabbergasté côté possibilité, côté nouveauté dans le prêtre. Sauf que overall, en tout, je trouve que l'ensemble des sous-classes qui est présenté fait en sorte que le prêtre est maintenant justement cette espèce de classe-là qui est la mieux, pas la plus optimale, mais la mieux explorée. Et bref, je pense que c'est dans mes gros coups de cœur, si on veut, du livre. Prochaine classe, prochaine possibilité, il s'agit du druide. Druide qui vient ici présenter en fait 3 sous-classes bien différentes les unes aux autres, dont la première, Circle of Spore, qui était présente dans un ouvrage, dans le fond, portant également sur Magic the Gathering, qui a été sorti par Wizard of the Coast. C'est une espèce de sous-classe très cool, en fait. Ça, pour de vrai, c'est une de mes prefs du druide. C'est vraiment un druide qui est comme plus tourné vers les champignons, vers les dégâts plus nécrotiques, et qui va comme créer des zombies à base, dans le fond, de spores et à la manière un peu penser aux zombies dans Last of Us. C'était un peu penser à ça. Puis c'est un druide qui a un très bon potentiel, dans le fond, de dégâts. Très belle possibilité de RP. Je trouve que ça fait différent du petit druide couvert de feuilles. Là. J'imagine quelqu'un qui est plus couvert d'espèces de mucus, puis de boue, puis à la limite de grosses pustules verdoyantes avec genre des champignons qui poussent sur la tête. Là, je trouve que ça apporte son petit flavor quand même assez plaisant. Là. Je le goûte bien. Ensuite, quand même un gros coup de cœur dans mon entourage pour ma part. Je trouve ça cool, sauf qu'on dirait que j'ai comme encore de la difficulté à comme pas savoir où prendre cette sous-classe-là. C'est The Circle of Stars. Je peux comprendre dans le fond qu'est-ce qu'elle apporte avec elle, dans le sens que c'est comme un druide qui devient vraiment plus tourné vers l'astronomie, qui va comme un peu qui va comme worshipper, qui va comme apporter les étoiles vont comme devenir un peu ses divinités pour lui, puis il va les prier, puis c'est vraiment
son côté naturel est plus tourné vers l'intangible et l'incroyable de l'infini. Puis ça, tu sais, c'est presque Lovecraftien, mais non. Tu sais, c'est vraiment, c'est très transhumaniste. C'est genre transposer son esprit vers autre chose. Puis à mesure que l'enfant, la game avance, à mesure que le personnage devient de plus en plus proche de cette espèce de ces divinités stellaires en quelque sorte, et pourrait même en devenir incorporel et disparaître. C'est cool, c'est très cool, il y a vraiment beaucoup de potentiel, je pense, de roleplay là-dedans, mais je suis comme juste, je sais comme pas par où pogner cette classe-là, cette sous-classe-là. Il y a vraiment, tu sais, créer comme une carte stellaire, là, puis faire des pouvoirs avec ça, c'est vraiment particulier. Je trouve ça le fun. Je trouve que ça apporte encore une fois une nouveauté qu'on voyait vraiment pas venir aux druides. Mais on dirait que je suis pas encore situé sur quoi faire avec cette sous-classe. Et finalement, la dernière qui est présentée dans l'ouvrage, Circle of Wildfire, dans le fond, le cercle du feu sauvage. C'est, je me rappelle qu'à la 3.5, il y avait eu une classe de prestige qui était également un druide qui était plus sur la destruction pour pouvoir ensuite, dans le fond, recréer. C'est vraiment pour créer la vie, pour créer la forêt et la nature. Il faut qu'il y ait, des fois, il faut que tout soit détruit et qu'on recommence à zéro, à la manière d'un feu de forêt qui va comme tout cramer pour ensuite laisser repousser, dans le fond, une nouvelle forêt encore plus dense et encore plus forte. C'est un peu là-dessus que le Circle of Wildfire se repose. C'est fort. C'est fort. Tu crées une espèce t'as une espèce de compagnon animal qui est comme un esprit du feu, là, qui va comme faire des dégâts de feu. C'est très destructeur, sauf que... tabarnouche que c'est plate, pour de vrai, là, j'aurais comme voulu que ce soit plus original que ça. Il y aurait comme, je sais pas, d'autres aspects à aller chercher, mais tous les dégâts, tous les spells qui sont associés, qui sont rajoutés pour cette sous-classe-là, c'est des spells de feu, puis c'est comme pas quelque chose nécessairement qui manque dans le jeu, là. On en a vraiment beaucoup, puis on dirait que j'aurais comme voulu qu'il ait apporté une autre saveur à cette sous-classe-là, la rendre un peu plus originale. Mais je peux comprendre qu'encore une fois, ça va probablement intéresser des gens. Là, ça change l'habitude du druide couvert de feuilles. Donc, en conclusion, pas vraiment de points négatifs non plus au druide, seulement peut-être une petite déception côté nouveauté, mais beaucoup de questions et beaucoup de questionnements et de curiosité en lien avec Circle of Spore ainsi que Circle of Star. En fait, je m'étais demandé si je faisais cette vidéo-là en une seule partie ou en deux parties, et j'en suis venu en conclusion que je vais malheureusement, ou heureusement selon votre point de vue, le faire en deux parties, parce que c'est quand même long à survoler. J'en suis maintenant seulement rendu au Fighter, et il en reste encore beaucoup à voir, et on arrive tout de même à la 27e minute du vidéo, ou plutôt de l'audio en quelque sorte, tout dépendant où est-ce que vous écoutez cette capsule-là de discuter entre les dés. Donc, il va y avoir une partie 2 concernant, en fait, mon survol personnel des sous-classes de Tasha. Je vais essayer de wrapper ça en deux parties pour vraiment prendre le temps de bien développer sur chacune des nouvelles sous-classes présentées dans le livre et de vous donner mon point de vue sur celle-ci. Donc, j'espère que vous avez apprécié ça. Encore une fois, je vous rappelle de vous abonner à notre YouTube, de vous abonner à notre Facebook, de les liker ce qu'on fait. Si jamais vous voulez devenir Patreon, probablement que vous allez avoir accès à la deuxième partie plus rapidement, avant qu'elle soit lancée sur les internets. Merci encore pour les encouragements que vous nous donnez. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir vous offrir à chaque semaine ce contenu-là en lien avec le jeu de rôle. On adore ce qu'on fait, on adore avoir la communauté qu'on a. Et on se dit... à la prochaine fois.